Donc moi je m'appelle Naïl, j'ai 32 ans. Je suis né dans le centre-ville de Marseille et à l'âge de 3 ans, j'habite depuis à Saint-André avec mes parents. J'ai un parcours scolaire où je suis allé jusqu'au bac, je l'ai raté. J'ai passé plusieurs formations dans le social, dans l'animation. Pour Saint-André, la présentation, il y a quand même une population assez âgée, où il y a pas mal de retraités, pas mal d'anciennes personnes qui ont travaillé donc aux Tuileries, du coup qui va disparaître en juin 2026 malheureusement. Il y a aussi pas mal de familles monoparentales aussi, familles jeunes aussi qui travaillent pas particulièrement on va dire sur Marseille aussi. Il y en a quand même qui travaillent aussi à l'extérieur de Marseille. Bah, ce qui engendre aussi bah, qu'il y ait pas mal de jeunes qui partent aussi de Saint-André malheureusement, justement pour déjà de un, pour leur travail et aussi pour avoir une meilleure qualité de vie. À Saint-André, il y a quand même un grand mélange culturel, c'est-à-dire où il y a d'un côté une forte population des gens du voyage, des gitans aussi, plus à côté, il y a pas mal aussi Algériens, Tunisiens, Marocains mélangés. Et donc, ce qui a toujours marché, il n'y a jamais eu spécialement de conflit, n'importe quel conflit. En fait, vu que tout le monde se connaissait, il y avait une grande solidarité aussi. C'est-à-dire que même, on va dire même les enfants, si, admettons, il y avait des conflits entre les enfants, ben d'ailleurs, les familles, c'était directement l'apaisement, beaucoup de communication. Et après, les gens s'invitent aussi chez eux. Il y avait ça aussi qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver des Arabes qui accueillaient des gitans chez eux à boire un café, des moments comme ça, ou les enfants qui invitaient d'autres enfants pour les anniversaires. Il y avait beaucoup de ça aussi. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'ils ne connaissaient pas spécialement la culture gitane, on va dire. Et le fait que quand tu restes avec eux, qu'ils t'invitent chez eux, que tu découvres leur culture qui est très famille, qui sont très famille, comme on le sait tous. Quand tu n'as pas connu ça, c'est vrai qu'au début, tu te dis, purée, Cal, c'est un peu chelou. Et après, tu te dis, en fait, non, c'est leur manière de vivre. J'étais vraiment accueilli, oui, dans la communauté gitane. Parce qu'aussi, derrière, moi, je les avais accueillis chez moi auparavant. Et après, eux, du coup, ça les a plus ouverts à te dire, ben, viens chez nous, même si c'est pour, admettons, jouer à la console ou un autre jeu. Pour eux, c'était important. Pour eux, c'était, ben, je te rends ce que tu m'as rendu. Donc ça faisait plaisir. Après, moi, cette mixité, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, on va dire, sur beaucoup de choses, c'est-à-dire sur les mélanges. C'est vrai qu'au début, on se dit, ouais, c'est un peu bizarre, mais en fait, non, pas du tout. Puisqu'après, j'ai grandi avec ça aussi à l'école, parce que j'allais à l'école à Estagar, et justement, on était vraiment tous mélangés. Il y avait aussi un truc où même les parents aussi nous l'ont beaucoup expliqué, nous expliquaient aussi ben, que peut-être on n'a pas grandi tous dans les bonnes conditions, surtout eux, mais il y avait beaucoup d'entraide même à l'école. C'est-à-dire que même si je dirais les gitans, admettons, qui avaient des difficultés à l'école, ben nous on allait aussi derrière pour un peu les aider aussi. Il y avait ce truc-là, où même les enseignants aussi jouaient le jeu. C'est-à-dire ils prenaient plus le temps avec n'importe quel élève justement à parler avec eux, à leur dire voilà, ben, faut pas lâcher, vous avez quand même de grandes capacités. Et même aussi nous, ce qui était intéressant justement à l'école à l'Estac, c'est qu'on avait un médiateur du coup pour les gitans, surtout Juan. Et franchement, c'était lui qui faisait le lien entre l'école et les familles. C'est-à-dire quand il y avait des enfants, admettons, qui allaient pas à l'école, lui, il allait le voir pour que les enfants retournent à l'école, parce qu'il y avait une certaine obligation aussi derrière, pour pas que l'enfant reste à la maison sans rien faire. Donc il y avait ce truc-là, et c'est vrai que Juan nous avait beaucoup aidé à l'époque, surtout, il nous poussait beaucoup justement à les inviter chez nous quand on faisait des anniversaires. Et ça, c'est vrai que même jusqu'à maintenant, on en parle, et franchement, ça fait plaisir. Nous, en 2011, on a vécu un incendie. Et en fait, ben, que ce soit les habitants des Tuileries, que ce soit les habitants qui habitent au camp de Mirabeau, ils sont tous venus nous voir. Et vraiment, il y avait une élan de solidarité, même quand on est parti de la maison parce que vous ne pouvez plus y habiter, c'était t'inquiète, on sera devant chez toi, on gardera la maison, il n'y aura pas de vol. Et c'est vrai que ça, jusqu'à maintenant, avec ma mère et avec ma famille, on en parle, on se dit quand même, ça c'est énorme. C'est pas dans tous les quartiers qui se passe ça. Donc vraiment, ça, c'était un point fort. Cette solidarité elle vient, je pense, beaucoup de toute notre éducation à tous. C'est-à-dire où, voilà, il y a nos parents ont grandi dans n'importe quel quartier, n'importe quelle condition. Il y avait de la solidarité avec tout le monde. Et donc, du coup, ça, nous, on l'a transformé. On a essayé aussi de l'améliorer
entre nous. Cette solidarité pendant le Covid, quand même, ça a été assez compliqué pour tout le monde déjà. Mais là-bas particulièrement parce que, d'une chose, il y avait que des gens n'avaient pas spécialement la voiture aussi pour se rendre aller faire les courses. Donc on s'appelait de temps en temps, ouais, tu montes à Carrefour, prends-moi ça. Donc tu étais obligé d'y aller. Et aussi, des fois on appelait aussi des assos qui ramenaient les denrées alimentaires. Tu vois, on leur disait, ouais, passez quand même aussi là-bas, parce qu'il y a des gens aussi qui n'y arrivaient pas. Au Tuileries, il y a quand même aussi des personnes âgées qui sont seules. C'est vrai que là aussi, il y avait quand même beaucoup de solidarité. Les lieux importants à Saint-André, à la place de l'église, on va dire que c'est la place centrale. Il y a aussi les commerçants aussi qui sont autour. On a un arrêt de bus aussi, puisqu'il y a deux bus qui passent. Ou un qui monte à la Castellane et qui va à Gèze, et un autre qui va à l'Estrag et qui va à Bougainville. Donc ça fait qu'aussi on a beaucoup de passages. Et après, de l'autre côté, aussi, le boulevard où j'habite moi, on va dire que c'est là qu'il y a à peu près... tu as un centre culturel, tu as la boulangerie, une alimentation. Et après, oui, tu as la grande rue, la rue Condorcet. C'est la rue qui traverse tout Saint-André où, au fur et à mesure des années, il y a quand même pas mal de petits commerces qui se sont montés. Avant, on n'avait pas de boucherie halal et depuis, je dirais, 7-8 ans, il y en a une. Avant, il n'y avait qu'une épicerie, maintenant, il y en a deux. Tu as un laboratoire aussi. Et des médecins qui sont des centres médicaux aussi. Alors qu'avant, il n'y avait qu'un seul médecin, il n'y avait pas spécialement de dentiste. Et depuis 5-6 ans, il y a un dentiste aussi. Donc ça s'est quand même aussi amélioré. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand commerce. Le grand commerce, c'est Intermarché et il est plus sur le littoral. Après, c'est bien parce qu'il manquait aussi. Ce qui était compliqué à Saint-André, c'était pour faire tes courses, il fallait que tu montes à Grand Littoral. Si tu n'as pas, si pas en voiture, c'est pas facile. Au standing maintenant, ils peuvent aller à pied. C'est ce qui a ramené la vie un peu au quartier, enfin à Saint-André principalement. Et après aussi, on a le terrain de boule et le City Stade et le parc. Parce que c'est déjà, de un, c'est à côté de l'école maternelle. Et de deux, c'est un lieu où même quand on était adolescent, voire enfant, on allait tous jouer là-bas. Donc vraiment, c'est les lieux les plus importants. Ouais, moi, je me rappelle une fois, j'arrivais moi avec un ballon, avec mon petit frère. J'avais la communauté de ceux de Mirabeau qui venaient. Et tu sais, ils avaient peur de venir nous voir au début. Parce qu'ils pensaient qu'on avait des a priori. Mais mon petit frère, on était deux à jouer. On se dit, on va pas jouer à deux, ça y est, pendant une heure, tu en as marre. Et du coup, en fait, c'est mon petit frère, surtout que moi qui m'a choqué ce jour-là, c'est lui qui allait voir les petits, il leur a dit, venez jouer. Et là, en fait, ils sont arrivés à 15-20. Et je te dirais, allez, en plus, c'était pendant les vacances. Et le lendemain, ils te disaient, tu reviens à quelle heure? À 2 heures. Et après, tu rodais. Et franchement, ouais, ça, c'était incroyable. Et après aussi, on a le terrain de boule et on va dire que ça a été quand même entre le City Stade et le terrain de boule, c'est les deux endroits où il y a beaucoup de rassemblements, il y a beaucoup d'événements à chaque fois. Et en fait, quand on est allé une fois, je me rappelle, on jouait tranquillement et après, on faisait un peu des compètes où c'était les Gitans contre les Arabes. Et tu vois, mais toujours dans la bienveillance. Les jeunes avec les vieux aussi. Il y a quand même eu ce lien intergénérationnel entre les personnes âgées qui, justement, nous fermaient pas la porte quand on allait jouer, quand on les regardait jouer au boule. C'est-à-dire que des fois, on les regardait par le grillage. Et après, je te dirais, 2 minutes après, ils venaient nous voir, venaient jouer avec nous. Donc, il y avait ça aussi qui était assez incroyable. Plusieurs fois, on se retrouvait à jouer au boule avec les anciens. Même des fois, quand ils faisaient des barbecues, etc., tu ramènes tes parents et tu arrives le soir avec tes parents, tu vois, tu rigoles et on passe vraiment d'agréables moments. Donc vraiment, c'était fort quand même. Au niveau des activités, quand même, les jeunes, ils doivent malheureusement sortir de Saint-André admettons, pour la danse, il y en a pas spécialement à Saint-André, les jeunes sont obligés d'aller à Saint-Henri. Pour le foot, avant, parce qu'il y a un grand terrain de foot aussi à Saint-André, mais il est plus utilisé par les clubs de foot. L'ancien club de foot, c'est la Castellane. Maintenant, ils sont à Saint-Henri. Parce que le stade est synthétique et est mal adapté. Et c'est vrai qu'il manquait un petit peu ça. Après, il y avait aussi, à Saint-André, il y a un club de roller quand même. Ce qui n'est pas rien. Où il y a quand même une activité malgré tout qui est assez forte. Mais c'est vrai que c'est plus au niveau de la danse. Même, je me rappelle, à une époque, il y avait le judo, il n'y a plus aussi. Donc les jeunes sont obligés voilà, de partir. Donc, les problématiques à Saint-André sont réellement liées aussi, je pense, au niveau
de l'accompagnement des familles, parce qu'il y a certaines familles qui ont, au niveau des papiers, c'est assez compliqué pour eux. Après, on a la chance quand même à Saint-André d'avoir une municipalité de proximité pour faire les passeports et les pièces d'identité qui est franchement qui fait un bon travail. Parce que plusieurs fois je suis allé, elles sont vraiment... c'est des femmes qui sont du quartier, qui... Voilà, elles savent très bien quelle population ils ont en face d'eux, donc ils prennent beaucoup le temps avec nous. Mais aussi, je pense surtout, ouais, ce serait des lieux aussi pour accompagner les familles au niveau des papiers, au niveau de la CAF, au niveau de tout ça. Il y a vraiment un gros manque dessus parce que des fois on le voit, mais moi, plusieurs fois je vais au tabac, j'entends que ce soit des mamans ou des personnes âgées qui demandent de l'aide au niveau des papiers. Après, bon, à chaque fois, heureusement que voilà, tout le monde aide. Mais tu te dis quand même avoir des gens, des assistantes sociales ou des gens ou des conseillers qui peuvent être là pour répondre à leurs besoins, je pense que ça ira encore mieux, ça ira encore plus vite. Il y a quand même, oui, une bonne précarité quand même, malheureusement, surtout aux Tuileries. Et après, il y a une sorte de solidarité aussi depuis le Covid, où il y avait quand même certaines marottes qui étaient mises en place par des assos, soit de l'Estac, Saint-Henri, voire même Saint-André, du coup, qui passaient, qui ramenaient les denrées alimentaires. Et c'est vrai que ça faisait... on l'a vu après le Covid, où moi j'ai parlé avec certaines familles qui me disaient, regarde, là, j'ai pas mal galéré, mais heureusement voilà, ils passaient tous les 2 jours me voir quand même. Réellement, ce qui manque à Saint-André, c'est qu'il y ait un lieu où tout le monde se retrouve. Et ça, c'est vraiment ce qui manque beaucoup. C'est-à-dire un lieu où, que ce soit pour les enfants, pour les ados, de voir. Il n'y a pas spécialement ça aussi. Alors que c'est une demande un petit peu des familles envers la politique locale. Au niveau de l'Américain 16, ils ont demandé justement, vu qu'il y a le centre culturel de la ville, qu'il y ait des personnes qui puissent aider les gamins sur les devoirs. Ça n'a pas été mis en place malheureusement. Et en fait, c'est des petits détails à chaque fois qui font que ce quartier, j'espère un jour qu'il va évoluer beaucoup parce que on peut pas continuer comme ça. À Saint-André, le problème qu'il y a aussi, c'est que les gens sont instrumentalisés par la peur des médias, tout simplement par BFM et toute cette merde médiatique. Parce que même quand on parle, même quand on voit les CQ de tout Marseille d'ailleurs, oui, c'est voilà, la sécurité, nanani, nanana. Alors que non, c'est pas que ça malheureusement. Il y a qu'à voir le taux de chômage à Marseille aussi, là c'est important, dans les quartiers nord, j'en parle même pas. En termes de mobilité aussi, quand il y a des grèves de transport, c'est pas spécialement le centre-ville ou les quartiers sud qui sont touchés, c'est plus les quartiers nord. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a tout ça qui est assez compliqué, et surtout pour revenir d'avoir un lieu, justement, il faut un lieu par quartier où on parle de citoyenneté, on parle d'éducation aussi, on parle aussi de la politique du quartier aussi, de ce qu'on voudrait amener en mêlant tout le monde, que ce soit les plus jeunes, voire les plus anciens aussi. Parce que les jeunes ne sont pas spécialement informés, ou voire des fois, voilà, comme tout le monde, ils ne se sentent pas aussi impliqués aussi, parce qu'on ne leur laisse pas la parole. Et il faut justement qu'il y ait des collectifs, des associations qui mettent ça en place pour que justement ils puissent être libres d'en parler. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et ce sera à eux d'être là, on va dire, entre guillemets, de Saint-André pour ces questions-là. Parce qu'il y a quand même un manque de parole quand même. Parce que je pense que voilà, faut sortir de ces clichés, faut arrêter de dire voilà, c'est des jeunes, ils comprennent rien, ils vont pas voter. Non, faut leur laisser la place, de s'exprimer. Aussi qu'ils posent des questions, parce que je pense qu'il y en a certains, c'est des questions pertinentes qu'ils ont, qui n'ont jamais pu en parler parce qu'ils n'ont jamais trouvé la bonne personne. Donc faut créer, je pense, des petits comités, pas des comités de quartier, plus des collectifs qui en parlent, créer un lieu aussi où voilà, où on parle clairement, qu'il y ait une discussion sur ça, des débats, parce que c'est vraiment important, justement pour la jeunesse, pour qu'on les prépare justement à leur avenir. Moi, ce que j'ai eu, j'aimerais bien qu'eux aussi l'ont, en mieux d'ailleurs. Moi, ce que je ferais à Saint-André, c'est-à-dire, c'est créer un centre aéré, un centre social pour plus d'enfants. Parce que je le vois où il
Il y a certains enfants de Saint-André qui, au lieu de... malheureusement, comme je disais, il n'y a pas assez de place à Saint-André. Du coup, ils vont soit à Saint-Henri, soit à l'Estac. Alors que justement, il y a la possibilité d'avoir un centre de loisirs, un centre aéré sur place. Et aussi pour tout le monde, ça serait mieux. Et ça, c'est dommage. Parce que je sais que même avec les écoles, justement, le fait d'en parler, de faire signer des conventions pour mettre un peu des centres aérés dans les écoles, ça permettrait aussi de meilleures relations. Donc c'est vrai que ça, c'est dommage. Et de deux, je pense monter ouais, une petite asso culturelle, justement, qui soit ouvert envers tout le monde. Parce que c'est ça qui manque surtout. C'est que c'est malheureux à dire, mais les trois quarts des jeunes, ils sortent, comme je disais tout à l'heure, ils vont dans les quartiers à côté pour justement faire d'autres activités. À Saint-André, il n'y en a pas, alors qu'il y a des jeunes, il y a des profs de sport, il y a des profs de danse. Et malheureusement, ces personnes-là, ils sont obligés d'aller en dehors de Saint-André pour mener leurs activités, alors qu'ils pourraient le faire sur place. Si on avait des locaux adaptés aussi. Au niveau des politiques de la ville, quand même, ils essayent quand même, parce que je le vois quand même, ces 2-3 dernières années, ils ont fait plusieurs événements au terrain de boule. Où déjà, il y avait tournoi de boule pour tout le monde, et aussi sardinade, concert, même si c'est gitan, il y a tout le monde. Donc déjà, ça fait quand même 3-4 fois l'été, ils font ça. Donc même quand on reparle aussi un peu avec les gens, on se dit quand même, ça fait du bien un petit peu. Au moins pour les anciens, ils peuvent se retrouver entre eux, tu manges un petit peu, tu discutes avec tout le monde, ça danse, ça rigole. Même si on aimerait que ce soit un peu plus, quand même. On va dire que les habitants se sentent un peu exclus parce qu'ils ne sont pas spécialement écoutés. Oui, en ce moment, ils construisent des résidences privées, mais on sait très bien que ça va pas être les gens de Saint-André qui vont y habiter parce que par manque de moyens. Et ça va être plus des gens de l'extérieur de Marseille. C'est assez compliqué. Il se trans- il y a une transformation quand même de Saint-André. Le truc, c'est que il y a quand même de la pauvreté. C'est que à un moment donné aussi, comme de partout, au niveau des logements, surtout pour acheter, c'est assez cher aussi. Parce que depuis le Covid, comme partout d'ailleurs, on met la faute, on va dire, sur les Parisiens, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'aussi, à un moment donné, il faut être réel. Le niveau des salaires aussi n'est pas assez élevé pour les gens. Mais moi, je sais qu'à pas loin, là, à côté de chez moi, justement à côté d'Intermarché, ils vont construire une résidence. Parce que normalement, dans 5 ans, devrait avoir un tramway qui passerait du coup devant chez moi aussi, pour montrer jusqu'à la Castellane. 2030. Après, on connaît les politiques. Au niveau des représentants de quartier, non, il n'y en a pas tellement. En fait, ils sont plus axés sur le stack. Plusieurs sur le stack. Parce que, une petite anecdote aussi, quand moi j'étais au collège, on avait un ancien élu, Henri Gibrael, il venait, je me rappellerai toujours de ça. Moi, je le regardais, il venait avec des bonbons et des cartes d'abonnement de l'OM pour nous dire votez pour moi. Tu vois. Et moi, je le regardais. J'ai même moi, je prends ton abonnement, mon père il me renie. Et en plus, c'est terrible, mes parents l'aimaient pas, tu vois. Mon père il m'a dit, je préfère te le payer qu'on le paye que de le prendre à eux. Et c'est vrai que ouais, ça a été assez marquant. Se dire que c'est déjà un fait qu'ils viennent profiter quand même de la naïveté d'enfant. Et moi, ça nous avait beaucoup marqué, ça m'avait beaucoup marqué après. Mais quand je parlais avec les collègues qui ont profité, ils disaient, ouais, mais nous aussi, on n'avait pas, on n'avait pas ce truc-là de se dire, j'ai dit, ouais, mais nous, on était naïfs, c'est tout. Au niveau du coup, de mon histoire familiale, où j'avais quand même des parents qui étaient engagés dans le militant, où j'avais d'un côté ma mère qui s'était engagée jeune au Parti communiste, même qui faisait aussi partie de la CGT, qui était déléguée dans son boulot. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, avec mon frère, on avait quoi? On avait 4-5 ans, même ma soeur qui avait à l'époque, ma soeur a 44, moi j'ai 32. Et du coup, à l'époque, on se retrouvait dans les manifs palestines. Et nous, on avait 4-5 ans avec mon frère, on se regardait, oh, qu'est-ce qu'on fout là et tout, tu sais, Et après, à force d'y aller, ouais, on s'est forgé quand même voilà. On est quand même des résistants malgré tout. Parce que même aussi nos parents, mon père aussi en 2000, si je ne sais pas de bêtises, 2002-2003, on a accueilli des Palestiniens quand même chez nous. Moi, à l'époque, avec mon petit frère, on ne comprenait pas. Et après, un soir, nos parents nous ont expliqué. Avec l'âge, je te dis, ah ouais, quand même.
Même si je te dis, je fais des manifs et tout, tu penses que ça sert à rien, mais regarde quand même ce que tu fais derrière. Donc c'est vraiment important. Donc c'est vrai que jeune, quand on travaillait avec, que ce soit avec ma soeur, ou ma soeur aussi, on en parle beaucoup, où on se dit que même si on n'est pas spécialement syndiqué, on n'a pas spécialement continué à être syndiqué, que ce soit à la CGT, malgré tout, on garde quand même cet engagement. C'est-à-dire où, voilà, chaque fois qu'il y a un truc, on sait se positionner, on sait comment ça marche. Et même, on a un positionnement clair sur le salariat, sur beaucoup de choses. Et c'est surtout ça, ce patrimoine moi, que je garde familial, où mon frère et ma soeur, malgré tout, on reste engagés. Mon frère Amantouma, par exemple, quand il y a les manifestations pour la Palestine ou voir d'autres, il y va quand même. Donc, on garde quand même ce truc qui est important. Ouais, quand même, je suis assez fier parce que c'est pas des choses quand tu es jeune, tu parles avec tes collègues. Avec certains, tu peux en parler, bien sûr. Avec d'autres, ils veulent pas l'entendre parler et tout. Et moi, c'est vrai que d'avoir grandi dans cette culture-là, je me suis affirmé aussi mon idée politique. C'est-à-dire où avant, j'avais pas spécialement d'idées. Mais après, voilà, je me suis bien forgé. Et aussi, non, vraiment, ce qui m'a beaucoup marqué, ça a été le fait que, voilà, quand tu veux le droit de vote. Pour moi, au début, je me suis dit, ouais, voter, ça sert à rien et tout. J'avais des discussions de fois avec mes parents. Mais c'est, ouais, tu vas pas voter, je te renie, des trucs comme ça, tu vois, parce que pour eux, ça leur tient à cœur, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'au début, au niveau de mon engagement militant, au début, j'étais pas spécialement, j'avais pas spécialement d'implication. Et on va dire qu'avec le temps, quand j'ai commencé à travailler, j'ai vu que si on se réveille pas, on peut se faire avoir. Donc c'est vrai que j'ai commencé, on va dire à 20 ans, 22 ans, à en reparler aussi avec mes parents, de dire voilà, petite anecdote aussi, que je travaille dans la médiation sociale, à proximité de collège. On avait une asso, on a eu un petit souci au niveau des paiements. Et en fait, tous les collègues, on s'était appelés pour dire ce jour-là, au lieu d'être sur le terrain, on est allé directement dans le bureau du directeur pour lui demander comment ça se fait qu'on n'a pas été payé, pour quelle raison. Et c'est vrai que même lui, de ce jour-là, avait vu un autre regard de nous. Où justement, il dit, mais là, j'ai pas que des salariés en face de moi, j'ai des personnes engagées. Et donc, c'est vrai qu'il avait un autre regard, nous aussi quand même, parce que c'est pas de partout. Tu as tous les salariés quand même qui ont une grande solidarité, justement, qui ont un même but. Et nous, justement, ce jour-là, on avait le même but, malgré que des fois, on n'était pas spécialement d'accord entre nous. Mais voilà, ce jour-là, on a dit non, faut qu'on y aille. Faut qu'on fasse cette action. Cette action, on l'a faite. Après, à la fin, on a été payé, on a reçu nos salaires. Mais au moins, on a montré que voilà, on est présent. À Saint-André, il y a quand même cette usine des Tuileries. Déjà, c'était la dernière à Marseille qui fonctionnait. Donc, en termes de patrimoine des quartiers nord, c'est quand même assez énorme. Elle était à proximité déjà de Grand Littoral aussi. Et il y avait quand même pas mal d'anciens qui travaillaient. Et aussi des jeunes, moi j'en connaissais quelques-uns qui travaillaient justement là, dans cette usine. Et là, du coup, un jour, je sais même pas comment ça va se passer pour eux, malheureusement. Parce qu'on leur propose pas notre alternative, c'est-à-dire que parce qu'ils vont délocaliser du coup l'usine dans l'Aude. Et donc, du coup, voilà, ça va être compliqué pour eux. Et franchement, c'est dommage parce que ça va encore créer du chômage, malheureusement. En termes de patrimoine quand même, ça fait un peu mal. Mais je travaille aussi à Saint-André, moi, pour l'association La Ligue de l'enseignement. Je m'occupais dans les écoles, du coup, dans le périscolaire. Et c'est là vraiment que j'ai réellement vu la vraie vie de Saint-André. C'est-à-dire, le matin où j'arrivais, je voyais des petits, il y avait des mamans qui venaient me voir. Ils me disaient, ouais, Naïl, je te passe le petit-déj. Le petit, j'ai pas le temps de lui donner le matin parce qu'il part travailler. Donc, tu es obligé de faire ça aussi, de faire ce lien-là. Les familles gitanes qui viennent te voir pour te dire, je sais pas si le petit, je peux le mettre à la cantine parce que j'ai pas de sous. Il y avait plein de trucs comme ça aussi, les relations avec les professeurs. Parce qu'il y avait certains, après je vais pas généraliser, mais il y avait certains profs qui avaient quand même un regard malsain envers justement certains jeunes. C'est comme dire la première année, dans une école, c'était l'école élémentaire, j'avais beaucoup senti ça justement. Où,
il y avait une sorte un peu de discrimination envers les enfants, surtout ceux du coup du camp de Mirabeau, où on voyait quand même qu'il y avait une certaine différence de traitement. Où moi, j'essaie d'expliquer à vos animateurs qu'il ne faut pas faire de différence. Un enfant, ça reste un enfant, faut lui donner envie de participer aux activités, notamment aux activités cantine, où je disais, ben, faut qu'on mélange, on peut pas les mettre de côté. Et moi, après, en parlant avec, justement, ben, que ce soit les enfants aussi les parents, ils m'en parlaient aussi, parce qu'il y avait quand même des parents aussi des camps de Mirabeau qui travaillaient, donc du coup, il fallait qu'ils s'inscrivent justement au périscolaire. Et c'est vrai que moi, je faisais beaucoup ce lien-là où j'allais les voir. En même temps, les familles venaient me voir pour me dire, essayez de parler au directeur aussi pour que, justement, voilà, ils nous accueillent bien. Et en fait, j'ai compris que le souci, c'était pas le directeur en lui-même, c'était le corps enseignant. Et du coup, ben, un jour, je me rappelle, le directeur m'avait demandé de venir avec lui à une réunion avec tous les enseignants, justement pour parler de ça, pour leur dire, ben, on peut pas se permettre d'exclure des enfants. On est quand même, il avait rappelé des bons termes, c'est-à-dire qu'on est quand même une école de la République, c'est ouvert à tout le monde. On peut pas, entre guillemets, exclure des enfants, ça c'est pas possible. Et encore moins les mettre de côté. Donc il y avait tout ce travail-là qui a été fait. Plus moi un petit peu derrière, j'avais demandé aux familles aussi de venir rencontrer les parents, aux familles de venir rencontrer les enseignants pour parler avec eux calmement. Parce qu'il y avait aussi cette tension-là. Donc ça aidait pas aussi. Moi j'ai beaucoup donné à ma personne justement pour que tout s'apaise. Et là jusqu'à maintenant, je sais que ça tout se passe mieux. Il y a une meilleure entente. Et franchement, ça fait plaisir. Et après, oui, je vais pas généraliser quand même, mais il y a quand même on va dire une minorité d'enseignants qui étaient là aussi pour la prime de l'arrêt plus, malheureusement. Parce que avec ces enseignants-là, justement, j'avais essayé de discuter avec eux et je voyais qu'ils étaient assez fermés. Moi, honnêtement, j'étais assez énervé aussi. J'ai essayé d'avoir des discussions avec eux, après je voyais que ça servait à rien. Et puis, une personne qui m'avait beaucoup aidé, c'était ben, la chef de Tata, clairement, qui était venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, il y a ces profs-là, ils veulent leur prime, ils attendent aussi d'être mutés dans une autre école qui est un peu mieux. Je dis, ouais, mais c'est dommage, il n'y a pas d'engagement derrière. Il me dit, ouais, mais ça, malheureusement, on le voit, c'est-à-dire que c'est des enseignants, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui proposaient des sorties, et ben d'autres non. D'autres non, je préfère rester à l'école, faire des. Et c'est vrai que c'était assez dommage parce que quand tu te mets à la place d'un élève qui voit que ses camarades de l'école, ils partent en sortie, admettons, au muséum, quoi que ce soit, et que toi, tu pars pas, tu sors pas, c'est assez compliqué. Et après, ben, à force de discuter avec elle aussi, je pense, surtout le directeur qui était un peu monté au créneau, lui avait dit clairement, non, il faut les faire sortir. On peut pas garder des enfants dans une école, faut qu'on leur montre notre patrimoine marseillais, entre guillemets, c'est assez important. Ou moi j'avais proposé, je leur ai dit quand même, on a à côté de la plage de Corbière, il y a une base nautique, les enfants pourraient faire de la voile, des activités comme ça aussi qui étaient gratuites. Et donc voilà, j'avais essayé de lancer ça, et après le directeur d'ailleurs avait vraiment continué, justement, avait poussé à ça, où dès le CP maintenant, les enfants vont justement faire de la voile, découvrir un peu les activités nautiques. Donc moi je trouve ça vraiment très intéressant. Après quand même, bah, c'est connu on va dire. Après bon, pour nous, pour moi ça a été des discussions assez ouvertes avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'élèves à l'école, on va dire ils arrêtaient l'école en CM, on les voyait plus. Et je me rappelle l'été, je l'ai recroisé, je leur disais, mais ça y est, tu as arrêté et tout. Ils me disent, oui. Après, Tiana, c'était pour aider aussi leur famille. Parce qu'il faut pas oublier que, bah, surtout ceux du camp de Mirabeau, tu en avais certains, il y avait des parents qui travaillaient dans le cuivre, c'est-à-dire qui allaient chercher le cuivre pour justement gagner de l'argent dessus. Et quand tu as, admettons, bah, c'est un membre de la famille qui est fatigué, qui arrive à un certain âge, ils prennent des plus jeunes pour qu'ils prennent la relève. D'ailleurs, il y en a un jusqu'à maintenant, bah, c'est un bon ami, il continue à le faire. Et il me dit, regarde, à l'époque, je l'ai fait, j'étais parti de l'école. Il regrette quand même. Il regrette parce qu'il se dit qu'il aurait pu faire, je pense, une bonne scolarité. Après, malheureusement, après, il y a des choix de vie à faire. Lui, il a fait son choix, je le respecte parce que, après, par la suite, voilà, il y a eu beaucoup de chamboulements pour lui où,
À un moment donné, tu te retrouves quand tu es en plus, tu es l'aîné de la famille, tu sais que ton père, sa santé s'aggrave un petit peu, mais il veut quand même que tu sois, que tu le supportes, on va dire, dans son activité au niveau du cuivre. Donc lui a continué dans ça. Donc après, c'est vrai que c'est assez délicat, même au niveau des filles aussi, où je te dirais même au collège, en 6e, 5e, ils arrêtaient l'école clairement, soit pour se marier, quoi que ce soit. Pour nous, c'était quand même, au début, on était un peu choqués. Et après, quand tu parles avec elles aussi, elles te disent oui, mais nous, c'est notre culture. Et après, tu comprends parce qu'ils ont quand même une sorte de pression familiale. C'est-à-dire, donc, c'est vrai que c'était compliqué. Mais après, voilà, quand tu discutes avec eux, tu comprends mieux. Mais après, mes parents aussi mes parents m'ont clairement aussi expliqué. Ils m'ont dit, bah, c'était pareil à l'époque, ça changera pas. C'est comme ça pour eux, c'est leur fonctionnement, donc on ne pourra rien y changer. Et encore, nous, la chance qu'on a à Saint-André aussi, c'est qu'on a un centre de formation logistique pour les poids lourds. Du coup, c'est l'AFT. C'est un centre du coup, qui propose des formations de logistique et aussi de transport, que ce soit donc tous les transports routiers et aussi les transports en commun. Et malgré tout, quand même, moi je tiens quand même à tirer mon chapeau à ce centre de formation parce que moi, il y a quand même pas mal de jeunes de mon âge, voire plus jeunes que moi, voire plus vieux, qui sont passés par là, par ce centre de formation, qui ont fait des carrières, que ce soit aux routiers aussi, qui maintenant sont sur le transport en commun, qui travaillent sur l'RTM ou RDT 13, ou voire autre chose, voire aussi pour des boîtes privées. Et au début, ben, c'est vrai que nous, quand on nous parlait de ça, pour nous, c'était un peu flou, quand on était au collège. Et quand on a vu qu'il y en avait certains qui étaient impliqués dedans, maintenant qui bossent dedans, qui ont monté leur entreprise, qui se régalent, mais c'est vrai quand même, ça fait du bien. Et surtout, je pense surtout à une chose, c'est que en fait, c'est ouvert à tout Marseille, surtout. C'est-à-dire qu'il y en a des jeunes quand même qui viennent du centre-ville, des quartiers sud, parce que ben, malheureusement, c'est le seul centre de formation, si je dis pas de bêtises, de logistique et de transport à Marseille qui est dans les quartiers nord. Et franchement, c'est très bien même. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, quand je travaillais justement dans les écoles, il y avait des jeunes que je voyais, ils étaient un peu perdus. Je leur disais, les gars, n'oubliez pas, là, quand même ça, essayez quand même de vous informer, allez-y, posez des questions. Et il y en a quand même certains qui sont allés aussi, quand même. Franchement, ça faisait plaisir. Mais aussi, j'avais oublié, on a aussi des centres de formation pour passer les CACES. Du coup, donc il y a ça aussi qui a ramené quand même pas mal de monde. On va dire, c'est à Saint-André aussi, c'est dans une zone où il y a pas mal d'entreprises. Il y a une crèche aussi, d'ailleurs. Et pareil, ça a ramené aussi un peu d'emploi, on va dire, un peu je sais qu'à la crèche, il y a quand même pas mal de dames qui travaillent à Saint-André qui bossent dedans. Et au niveau des CACES, ben c'est vrai qu'il y en a pas mal aussi des jeunes de Saint-André qui ont passé les CACES. Donc, il y a quand même des opportunités. Et alors qu'avant, il y avait pas tout ça. Donc, franchement, c'est assez ouvert et ça, c'est bien. Franchement, je suis assez content. Quand même, quand tu fais des démarches au niveau des employeurs qui voient que tu habites dans les quartiers nord, dans le 15-16, dans le 13-14, il y a un regard différent, malheureusement. C'est-à-dire, voilà, peut-être tu peux avoir des compétences. Moi, je me rappelle que il y avait des personnes au collège avec moi qui après avaient passé des bac plus 2, bac plus 3. Mais voilà, je les ai retrouvés à Carrefour en train de faire caissier. Ça me faisait mal parce que voilà, je les connaissais. Après, dès que je les voyais justement en dehors de leur boulot, ils en souffraient. Ils me disent, regarde, moi, j'ai passé des diplômes, je suis à bac plus 2, bac plus 3, voire plus. Et parce que j'habite à Saint-Henri, dans le 16e, je peux pas aller travailler à Aix-en-Provence, par exemple. Mais c'est vrai que ça faisait... c'était embêtant pour eux, ils souffraient beaucoup. Même quand ils essayaient un peu de se battre pour essayer de bien se vendre, justement, pour avoir ce poste-là, ben, malheureusement, ben, voilà, tu habites dans le 16e. Et d'ailleurs aussi, j'en ai vu pas mal aussi de collègues qui ont menti sur leur adresse, leur habitation, justement pour avoir des postes. Parce que voilà, quand tu te prends trop de refus, à un moment donné, tu en as marre. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été assez compliqué. Tandis que j'en ai vu d'autres qui ont complètement changé de ville et là, c'était pas pareil pour eux, il y avait plus d'opportunités. Donc c'est vrai que à Marseille, ouais, il y a eu dans les quartiers nord, c'était assez compliqué pour ça. Et je pense, je sais que c'est un peu moins maintenant, mais quand même,
ça reste aussi cette discrimination, malheureusement. Parce que tu viens dans les quartiers nord, tu peux avoir tel ou tel poste. Moi, je trouve ça scandaleux. Moi, je l'avais vécu, ça, malheureusement, aussi. C'était pas à Marseille. C'était à Aix-en-Provence, j'avais postulé, je sais plus pour quel poste. Et tu sais, ils voyaient Marseille 16e. Je sais pas, en fait, pendant l'entretien, j'ai senti, bon, sur le coup, j'ai pas spécialement fait gaffe. J'ai dit, vas-y, on va tenter le coup. C'est pas grave. Et après, à la fin, on m'a lancé, vous habitez dans la 16e? J'ai dit oui. J'ai dit, ouais, mais je suis à côté de l'autoroute. Moi, j'ai vu sur ça. Et en fait, pour eux, non, pour eux, c'était, bah, tu es dans les quartiers nord, c'est mort. Et à un moment donné, moi, vu que je savais que c'était cuit l'entretien, je dis, ah, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, on va tout leur lancer. Je dis, ouais, donc, vu que j'habite dans la 16e, pour vous, c'est pas bon. Et je viens de vous donner un argument de vous dire qu'en termes de mobilité, c'est plus simple pour moi de venir chez vous que vous alliez prendre quelqu'un du centre-ville ou des quartiers sud. Et vous voulez pas. Et après, pour eux, bon, après, à un moment donné, tu cherches pas plus loin. Il y a un côté quand même qui est assez malheureux. Voilà, on va pas en reparler. Mais il y a un côté quand même qui est assez incroyable, c'est qu'on met pas en avant des. Il y a pas mal ouais, il y a pas mal de grands acteurs quand même dans les quartiers qui font des trucs de fou. On ne parle pas assez des sportifs, on ne parle pas assez des artistes, pas spécialement de la musique. On a quand même des danseurs, des boxeurs, on a vraiment de tout, qu'on ne met pas spécialement en avant. Et après, je les comprends aussi qui préfèrent partir aussi des quartiers nord pour peut-être aussi pour eux, pour montrer aussi une belle image. Mais malheureusement, ouais, c'est vrai qu'on met pas assez en image ce truc-là aussi. C'est-à-dire que même au niveau des clubs de foot, il y a quand même pas mal même des clubs de foot, des clubs culturels ou n'importe. Des gens quand même qui font pas mal de choses. Que malheureusement, avec les politiques de maintenant, on est en train de les tuer à petit feu. On a quand même des grands sportifs. Bon, on a eu on va dire, ce qu'ils appellent The GOAT, ben oui, Zinedine Zidane. Ben, c'est vrai qu'il y avait mon père à l'époque qui travaillait au centre de la Castellane. Et donc, du coup, il avait connu la famille de Zidane. Du coup, toute sa famille, Zidane, son père, ses frères et sa sœur, etc. Donc, et quand il a gagné la Coupe du Monde du coup en 98, il avait ramené, d'ailleurs, ça qui était. Moi, j'étais petit, mon père me l'avait rappelé. C'était en fait, il y avait, je crois, une vingtaine de camions Mercedes qui étaient arrivés noirs. Et tu vois des milliers et des milliers d'affaires Adidas pour les gamins. Et ça, honnêtement, c'est pas tout le monde qui le fait. Même après, mon père avait créé un événement où il lui a dit, bah, écoute, tu as gagné la Coupe du Monde, etc. On fait un événement au centre social. Et il était venu. Il était venu, il avait ramené. Et en plus, à cette époque-là, il n'avait pas spécialement de garde du corps. Donc, déjà, en plus, c'était chez lui, vu qu'il habitait à la Castellane. C'était ses frères, et ses frères étaient engagés aussi avec lui. Parce qu'après, il y a ça aussi, moi, que j'ai beaucoup aimé chez lui, chez Zidane, c'est qu'il a vraiment tout fait en famille. Toute sa carrière a été sportive, a été construite autour de sa famille. C'est-à-dire que sa famille l'a beaucoup accompagné. Donc, vraiment, c'était. D'ailleurs, ce jour-là, et voilà, il y a eu cette anecdote où il rentre dans le centre social, il dit bonjour à tout le monde. Et moi, il me dit, tu veux une photo? Moi, je dis non, j'avais, je crois, 4 ans, un truc comme ça. Je lui dis, fais-moi un bisou. Du coup, il m'a fait ce bisou pour moi qui est quand même symbolique. Et on se dit quand même, Zidane, t'as 4 ans, tu fais un bisou, c'est pas tout le monde. Donc vraiment, ouais, c'était un moment incroyable. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des talents. Il y a des talents dans les quartiers nord, il y a des talents partout. On a eu l'un des plus grands groupes, on a eu les Psychiatres de la Rime. Après, bien sûr, avant, on a eu les Funky Family, on a eu les IAM. Après, on a eu aussi d'autres sportifs aussi il y en a eu Myriam Lamar, une boxeuse quand même, qui a fait une petite carrière dans la boxe. C'est bien parce que ça a ouvert aussi la boxe pour les femmes, pour les petites filles aussi, puisqu'il y en a pas mal qui se sont inscrits. D'ailleurs, moi, je suis assez surpris et content de voir aussi des enfants qui prennent exemple. Euh, on a eu aussi beaucoup de jeunes aussi qui se sont ouverts aussi vers d'autres sports, pas spécialement que le foot dans les quartiers nord. Il y a eu aussi le rugby qui est arrivé depuis 10 ans, je dirais. Il y a quand même pas mal de jeunes qui jouent aussi. Le football américain aussi, où ça s'est pas mal développé. Mais malheureusement, après, il y a toujours ce côté un peu négatif où on reparle toujours de
la cause des trafics de stupéfiants, etc. Donc c'est ça un peu qui est dommage. Après, voilà, les gens, ils essayent de penser à autre chose et malheureusement, les médias en parlent constamment. Il y a quand même, moi, je dirais, un pressing quand même qui est fait sur ça, surtout au niveau des habitants, où justement les habitants essaient de s'en sortir. Et à chaque fois, on leur ramène justement ce sujet-là et c'est vrai que ça aide personne. Ou on a quand même des familles qui essayent de s'en sortir. Même là, on l'a vu récemment aussi avec des contrôles dans les quartiers où maintenant ils contrôlent tout le monde. Les CRS notamment. C'est les CRS 8 ou je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est-à-dire que même toi, tu es un travailleur, tu rentres du travail pour aller chez toi ou même le matin pour aller travailler, ils te contrôlent et ils vont te casser la tête à fouiller ta voiture. Tu fais quoi? Tu leur dis j'habite là, etc. Et après, après, je comprends les gens qui veulent aussi partir parce que tu as une forte discrimination qui est. Et honnêtement, c'est pas normal, quoi. C'est c'est scandaleux. Ah, quand même, oui, c'est vrai on a un club qui nous fait beaucoup souffrir, mais derrière, il y a quand même des personnes qui sont beaucoup engagées. Il n'y a qu'à voir les tifos pendant les matchs qui sont incroyables. C'est-à-dire où tu vois un engagement et personne ne peut rien faire. C'est-à-dire les phrases qu'ils mettent, même les marques de solidarité, quand on voit n'importe quel événement qu'il y a eu, je reviens aussi au 5 novembre 2018, quand il y a eu le tragique événement à la rue d'Aubagne, où directement, au niveau des groupes de supporters, il y a eu voilà, ils faisaient des maraudes aussi, c'était beaucoup de solidarité. Voilà, ils demandaient à ce qu'il y ait à ce qu'on récupère des habits. Franchement, on a beau critiquer les supporters, mais ils sont vraiment incroyables. Parce que quand il se passe quelque chose, c'est les premiers. C'est-à-dire que même il n'y a qu'à voir aux alentours du Vélodrome, il n'y a que des drapeaux de la Palestine. Donc ce qui montre leur engagement, c'est à chaque fois, c'est dans les tifos anti-facho. Ce qui emmerde beaucoup de monde. D'ailleurs aussi, Franck Adizio qui se présente au municipal avait tagué avait repeint pardon, un drapeau de la Palestine qui avait été peint par les Winners. Et les Winners, merci beaucoup les gars, parce que derrière vous avez peint un drapeau sur un mur encore plus grand. Donc les gars, je vous remercie. Et franchement, ouais, il y a eu tous ces mouvements-là vraiment font du bien. Même au niveau, c'est-à-dire que voilà, Marseille, il n'y a pas de facho. Et c'est ça qui est incroyable. Malgré qu'il y en ait, ils vont pas beaucoup se montrer parce qu'ils savent que derrière, tu peux attendre un grand retour de flamme. C'est-à-dire que être supporter, c'est pas que l'OM. Tu as un engagement derrière. Tu as un engagement militant. Et ça, je l'ai vu, moi, quand j'étais abonné, où derrière, voilà, c'était anti-facho, tout ça, même au niveau aussi des prises de position, aussi au niveau de la police, ou voilà les gars, quand les CRS ils montaient dans les tribunes pour te gazer parce que tu jetais un briquet ou quoi que ce soit, il y avait quand même cette solidarité où voilà, on se laisse pas faire, il y a quand même des gamins dans les tribunes et malheureusement les CRS qui n'ont pas de cerveau, ils viennent, ils gazent à tirer l'arigot, ils frappent à tirer l'arigot. Donc il y avait quand même cette prise de position qui est franchement qui est incroyable. Moi je m'attendais pas et quand je l'avais vécu, c'est vrai que quand j'avais ramené un pote du Nord qui était venu. Et bon, après, bien sûr, hein, tout le monde veut venir au Vélodrome en France, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir quand il y a les matchs. On regarde les trois quarts des plaques aussi, il y a des voitures 13, mais il y a beaucoup de voitures à l'extérieur de la ville. Même moi, j'ai vu des mecs d'Italie, des Turinois qui venaient voir un match, après qui repartaient, des mecs de Lille qui venaient. Et justement, cet ami de Lille il m'a dit, vous avez un truc à part, c'est votre engagement. C'est-à-dire, on le voit rien que dans les tifos, c'est du travail acharné. Je dis, après, faut pas oublier, les gens qui viennent au Vélodrome, les trois quarts, on le sait très bien, c'est des mecs qui vont se mettre entre guillemets à poil pour aller au Vélodrome. Et ça, c'est réel, faut se le dire, c'est dans l'ADN, malheureusement. C'est comme ça, on souffre, mais on est obligé d'y aller. C'est-à-dire que même moi, des fois, quand l'OM perdait, etc., moi, en fait, je savais, même si l'OM, en même temps, ils étaient, je crois qu'on avait enchaîné 3 défaites d'affilée, j'allais au stade pour l'ambiance. Voilà, tu arrives, tu vois, cette musique d'entrée des joueurs, c'est aux armes incroyables, même ces chants qui s'arrêtent pas, ces groupes de supporters qui, en fait, il y a trop de choses et en fait, il y en a des frissons. Donc,
Franchement, on est le meilleur club de France. Entre guillemets, déjà parce qu'on a gagné la Ligue des Champions. On a le meilleur public de France et même d'Europe, parce que d'ailleurs, on entend parler de nous partout. Hein. C'est pas compliqué, même quand c'est la Ligue des Champions, quand on va dans n'importe quel pays d'Europe, on entend parler que de nous. Et même, je me rappelle, moi, j'avais des potes qui étaient là à l'époque à Chelsea. Il y avait des supporters anglais qui disaient, bah, en fait, c'était incroyable. Les mecs s'arrêtaient de chanter pour laisser chanter les supporters. Parce qu'il y a quand même cette ambiance. Quand tu montes à 1500 déplacements, tu as l'impression qu'il y a tout le vélodrome. Donc, ça casse, c'est incroyable.